Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sit and Talk. Je reçois deux invités aujourd'hui, pas un, et je suis à La Rochelle en compagnie de Hugo et Florent. Bonsoir. Bonjour les gars. Ouais. Bonjour Nico. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de création, gestion, vie d'entreprise. Plein de thèmes aussi bien passionnants que variés. Donc, je suis avec vous les gars pour que vous me donniez des petits éléments de réponse pour aider ceux qui créent des entreprises. Carrément. Et qui souhaitent se lancer à leur compte. Et du coup, avant ça, je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. Donc, on va commencer par toi, Flo. Ok, vas-y, ça marche. Du coup, ça s'entend peut-être un peu à ma voix. Je viens du sud de la France, de Canet-Plage, à côté de Perpignan. Et j'ai fait mes études en fait sur La Rochelle. En parallèle de mes études, j'ai ouvert ma micro-entreprise, donc dans la photo et la vidéo. Ok. Et en parallèle de ça, j'ai fait mes études dans le secteur du tourisme. Et en fait, depuis tout petit, je suis baigné dans ce domaine-là. Et donc, j'ai développé ma micro-entreprise avec des clients dans le tourisme. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce qu'au moins, ça m'a permis d'avoir ma vision artistique de la photo et de la vidéo, plus ma vision du tourisme avec mes études. Okay. Et donc, j'ai commencé à avoir mes premiers clients comme ça. Et en full autodidacte sur YouTube, j'ai appris. Ok, tuto à fond, pas forcément de formation payante. Okay. Vraiment que du tuto et beaucoup de terrain. Et j'ai pas mal évolué comme ça sur le terrain au fil des années. Et là, ça fait 1 an maintenant que j'étais en full freelance, plus d'études. Et donc, j'étais parti sur Dubaï, mais ça, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler après par la suite. Ouais. Mais voilà, pour une petite présentation bref de mon cas. Et je laisse maintenant la parole à Hugo pour qu'il se présente. Yes, écoutez, déjà merci à toi, Nico, de nous recevoir aujourd'hui, c'est top. Pour faire un petit passage sur mon parcours, un petit retour d'expérience. Donc, moi, j'ai fait un bachelor business après des études en général, option S scientifique, avec de licence ingénieur. Classique. Okay. Exactement, je suis rentré ensuite en école de commerce, donc à La Rochelle, à Excelia Group à La Rochelle. J'ai fait 3 ans donc, de bachelor business, 2 premières années qui ont été ponctuées un petit peu par de la freelance également en parallèle de mes études. D'accord. Donc ça, je me suis lancé, on pourrait y revenir, je pense, dans la suite de ce podcast. 1 année en alternance à la fin du bachelor business, donc en concession automobile à La Rochelle. Et puis ensuite, je suis parti à Sub de Pub pour me spécialiser un petit peu dans ce domaine-là, d'accord. Enfin dans la création graphique, dans ça me parle, la vidéo. Ce truc, je connais. Sub de Pub, tu connais de nom, ouais. Il me semble, quand je faisais mes études à La Rochelle, ça existait déjà. Ok, ouais, c'est possible. Ouais, il y a plusieurs sites, il y a Bordeaux, il y a Paris, il y a également. C'est ça, Lyon, mais je crois que ça était déjà à La Rochelle à l'époque. Ok, ouais, c'est possible. Parce que moi, je suis vieux, moi. Et du coup, donc, je suis parti à Bordeaux pour faire ça. J'ai fait également alternance. Et puis à la fin de ma première année de master, je me suis dit, bon, c'est bien cool, je fais pas mal de projets en agence, mais j'en ai pas mal qui arrivent également en perso. Ouais. Et donc, on va y venir après. Mais donc, ça a pris le pas sur les études, en gros. Ça a pris le pas sur les études, tout à fait. Ouais, pour tous les deux, ça a été ça, quoi. Ça a été la transition, le déclic aussi par des expériences qui nous ont fait comprendre que, ok, il faut qu'on se lance à fond dans ça, quoi. Mais tout ça, c'est arrivé pendem vos études respectives. Parce que vous n'avez pas fait vos études ensemble, en fait. On a fait nos études dans la même école, mais pas du coup le même cursus. D'accord. Mais je pense que tous les deux, on a eu des déclics différents sur le fait qu'on ait voulu se lancer aussi en freelance et le fait qu'après nos études, on s'est dit, ok, là, il faut enclencher la seconde et développer vraiment ça en société plutôt que être resté en freelance, quoi. Ok. Et du coup, avant de partir sur l'aspect, vraiment la thématique du podcast, ça s'est passé comment, votre rencontre tous les deux ? Bonne question. Alors, notre rencontre, si je remonte très très loin, je crois qu'on s'est rencontrés quand on a listé pour être liste BDE. C'est ça. En toute première année d'école. Toute première année. On n'était même pas en même programme, en fait. Donc, on s'est même pas rencontrés dans la même promotion. Ah ouais, c'est pour ça. Et on s'est rencontrés en listant, parce qu'en fait, c'est dans les écoles dans les écoles de commerce, pardon. Il y a des associations, notamment un bureau des étudiants qu'on appelle souvent BDE. Ouais, il y en a un petit peu partout. Ouais, c'est ça. Partout, carrément. Vous en faisiez partie. Et en fait, donc nous, on listait pour tenter d'être le prochain BDE. Ah, d'accord. Et donc, on s'est rencontrés là-dedans. On s'est rencontrés là-dedans. Bon, on n'a pas été pris pour ce BDE, mais en tout cas, ça nous a permis. Ça a tissé un lien. Et franchement, ça vaut bien plus qu'avoir fait le BDE, je pense. Même si ça nous aurait apporté, bien évidemment. Mais en tout cas, pour notre cas, ça nous a apporté quand même une amitié, déjà, d'un point de vue personnel et relationnel. Et après, par la suite, ce qui nous a aussi rapprochés, c'est sur de la création de contenu, pur et dur. D'accord. Mais pour du projet perso. Où au final, sur un coup de tête, on s'est dit attends, mais là je partais en expatriation académique au sein de notre université à l'étranger, en Thaïlande, à Bangkok. Et j'ai dit à Hugo, mais toi tu m'as dit que tu partais en van, en road trip en Espagne. Moi j'habite vraiment à la frontière.
à Perpignan, du coup, je lui ai dit écoute, je pense que tu peux venir, je te fais découvrir la région avec ton van et tu me déposes après à l'aéroport à Barcelone. Ah yes. Et nous, on crée du contenu pendant 2-3 jours à fond avec drone, nos caméras et tout. Et du coup, il m'a dit vas-y, carrément. Et là, du coup, ça a débuté C'est ça, sur de la création de contenu déjà perso. On s'est vraiment bien entendu sur tous ces tournages et tout, donc c'était vraiment cool. D'accord. C'était super sympa. Ouais. Du coup, à ce moment-là, dans vos têtes, vous avez déjà un projet un peu plus... Vous avez prévu de faire d'autres projets par la suite ou c'était vraiment ça en one shot et on verra ce que ça donne par la suite? Ouais, c'était plus ça. On n'avait pas encore vraiment l'idée de se dire on sera associé demain, ou on savait même pas où on serait demain, ce qu'on ferait plus tard, etc. C'est super dur à définir. C'est super dur à définir. La question qui tue, genre dire tu seras où dans 10 ans, même il n'y a pas si longtemps que ça déjà. C'est clair. Tu seras où l'année prochaine, dans 2 ans et tout. C'était il y a combien de temps ça au final? 3 ans. Il y a 3 ans. Ok. Temps de deuxième année d'études. Du coup, juste pour situer pour les auditeurs et ceux qui regardent le podcast, vous avez quel âge? 22 tous les deux. 22 tous les deux. Ouais, 2000, ouais. 2000. Ça fallait pas le dire, ça. Wow. Désolé. Ah, ça me fait... Ouais. Bon, les petits frissons. Ok, ça roule. Donc, 2019 en gros. Ouais, c'est ça c'était ça, tout à fait. Ok. 2019, ça devait être en vrai, c'était en janvier. Ouais, c'était 2 jours après le premier de l'an, ce fameux road trip. D'accord. Donc, on devait être en début 2020, tu vois, mais ça devait être. Pour commencer l'année sur les chapeaux de roue, un road trip, quoi. Donc après, vous avez fait vos bails chacun de vos côtés. Toi, t'as fait de la vidéo, toi, t'es parti à l'étranger. C'est ça. Je suis parti sur l'étranger, ouais. Ok. Je suis parti sur l'étranger. Et moi, c'est à ce moment-là où j'ai compris que je pouvais lancer mon auto-entreprise. Une fois que j'étais à l'étranger. En fait, c'est depuis l'étranger, chose que je ne conseille pas aux personnes qui veulent se lancer en auto-entreprise, c'est de faire les papiers depuis l'étranger. Parce que France. Déjà en France, ça c'est compliqué. Moi, je les ai fait depuis Bangkok, donc autant vous dire que c'était vraiment une galère. En plus, il y a eu le Covid entre-temps et tout, donc je les ai fait au mois de février. En mois de juin, on m'a dit ok, c'est bon, t'es déclaré. Donc j'ai mis 6 mois quasiment pour avoir mon auto-entreprise. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. Alors qu'en France, il faut déjà 6 mois. C'est ça, ouais. C'est clair. Ok. Et toi, du coup, tu t'es mis à la vidéo plus tard Peut-être même plus tôt. J'étais immatriculé avant toi. En fait, avant moi. Je me suis matriculé en fin de première année, donc ça devait être en. En fait, je sais plus les dates, si c'est les bonnes dates, mais c'est fin 2018, je pense. Si je dis pas de bêtises, ça doit faire 4 ans. D'accord. Donc, en juin 2018, je pense. Donc, un an avant Flo. Ça doit être ça, un an avant Flo, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Voilà. Ok, donc toi, tu faisais des prestats aussi vidéo en tout plus, à fait, en plus de tes études, ou c'est vraiment une passion que tu as découvert Alors en fait, pour en revenir un peu au début en fait, de l'histoire, en fait, moi je fais de la vidéo plutôt par passion au début et de la photo. Je suis d'abord commencé par la photo, puis de la vidéo. Vraiment par passion, tu vois, je voyageais un peu. Moi j'aimais bien l'aventure, j'avais des aventuriers qui m'inspiraient un peu, etc. Et donc ils faisaient de la photo, ils faisaient de la vidéo, je trouvais ça cool. Et j'avais envie aussi un peu de documenter, tu vois, ce que je faisais. Je faisais déjà à l'époque des road trips et tout, j'avais envie de documenter ça, tu vois. Donc je faisais ça en perso. Et puis entrant en première école de commerce, il y a un mec dans ma promo qui crée une boîte de fringues, si tu veux. Donc il distribuait des fringues, il vendait des fringues. Et il me dit ouais mec et tout, j'aurais besoin d'un vidéaste pour faire des vidéos. Moi je dis bah ouais, écoute vas-y, moi ça me fait plaisir, je kiffe ça, c'est mon plaisir. Ça me faisait la main. Puis tu sais, j'avais même pas une vision business à l'époque, tu vois, j'étais juste là, bah c'est trop cool, tu vois, déjà de pouvoir bosser pour un pote. Passion et tout, quelqu'un te demande de la faire, tu fais bah quoi. Tu vas direct, tu vois, bien sûr. Donc je fais une première vidéo. Ultra content du résultat, du coup ça en débouche sur faire des premiers shootings photos pour leur site web, etc. Et puis derrière l'école dans laquelle j'étais, qui ont été quand même un beau tremplin de lancement, qui ont été intéressés par mes services et qui m'ont dit bah on est intéressé, par contre si on veut pouvoir te rémunérer, faut te déclarer. Bah ouais. Ah oui, mais on fait comment du coup? Et du coup, il faut créer une entreprise et let's go quoi. Et tu fais tes premiers devis, tu fais tes premières factures, tu te fais tes premiers projets clients et après t'es immatriculé, t'es lancé, donc j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à à dérouler l'histoire, quoi. On aura peut-être le temps d'en reparler plus en détail tout à l'heure sur les process et tout. Toi, les débuts en vidéo, ça s'est fait alors en autodidacte, par passion par passion, parce que depuis tout petit en fait je voyage beaucoup. J'ai la chance de beaucoup voyager avec mes parents. D'accord. Le fait que je sois fils unique, ça aide aussi. Et donc je suis parti à New York, en Australie, j'avais fait le Sénégal aussi, un voyage qui m'a beaucoup marqué. Et toujours avec une petite caméra, vraiment une caméra que mes parents du coup ils utilisaient, mais du coup moi je m'amusais un peu à filmer un peu tout ce que je voyais, à prendre en photo un peu tout ce que je voyais. Ok. Et après il y a eu le club lycée, le club photo au sein de mon lycée. D'accord. Et c'est là aussi où j'ai commencé un peu plus à m'intéresser, à avoir mon premier réflexe. Et après YouTube pour moi, qui m'a permis en autodidacte du coup d'apprendre beaucoup de tutos. Ouais. Et ça c'était vraiment super intéressant.
Et en fait, donc en 2018, j'ai mon bac. Je fais sauveteur aquatique. Je pouvais pas faire sauveteur en mer à cause de ma vue. Du coup, je fais sauveteur aquatique au sein d'un village vacances. Okay. Et je leur propose également en parallèle de ça mes services dans la photo et la vidéo. Et je me rends compte au final que je peux gagner beaucoup plus en faisant de la photo et de la vidéo qu'en étant assis à regarder et à sauver des vies. Donc je me suis dit, attends, mais là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ma place, elle est peut-être pas forcément sur cette chaise à surveiller des gens. Elle est peut-être derrière une caméra. Même s'il en faut, voilà, bien évidemment. Mais ma valeur ajoutée n'était pas à cette place-là, je trouvais. Tu te sentais pas à ta place. C'est ça, et puis, mais c'était pas ma passion. Enfin, c'était pas non plus un métier passion que j'avais ça dans moi. Alors que le côté photo et le côté vidéo, ça m'intéressait beaucoup plus. Ok. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est comme ça que j'ai signé mon premier client. Au final, ça a été l'un de mes premiers clients. Et après, j'en ai eu d'autres après par la suite. Mais voilà. Ouais, forcément, après, voilà, c'est ça. Le portfolio s'agrandit. Exactement. Mais déjà, la première étape qui m'a dit, OK, clairement, tu peux vraiment vivre de ça. Je me suis dit, waouh, ok, vas-y, pourquoi pas creuser un peu plus dans ce secteur-là, quoi. Ouais, et toi, c'est pareil, ça s'est passé comme ça dans ta tête quand tu as commencé, quand tu as vu que tu pouvais commencer à gagner ta vie avec la photo ou la vidéo? Pareil. En plus, tu arrives, quand tu es encore étudiant, tu as des budgets, même qui ici aujourd'hui nous paraissent tout petits, tu vois. Quand tu es encore étudiant, tu te dis, waouh, c'est énorme de pouvoir gagner, entre guillemets, autant sur des projets vidéo, même si ça demande. Attends, je dévalorise pas le fait que ça demande quand même du temps, tu vois. Ça demande du temps, de l'implication, de la formation, etc. Mais en fait, vu que c'est un métier passion, tu te rends pas forcément compte que tu passes beaucoup de temps à te former, etc. Exactement. Et quand on compte pas son temps. Ah bah non, c'est clair. Ça peut être problématique aussi, on pourra en reparler de ça aussi. C'est clair. Mais tu vois, tu passes des soirées après les cours à monter des vidéos et tout pour tes clients, t'es trop content, tu vois. C'est du kiff, quoi. Ouais, t'es trop content. Et en plus de ça, tu gagnes de l'argent. Il y a une satisfaction qui est énorme en fait. Que derrière, tu peux réinvestir pour racheter du meilleur matos. Donc en fait, t'as tout le temps aussi, t'as pas un peu en mode c'est cool, je vais pouvoir vraiment progresser. Après, c'est bien d'anticiper et de le voir comme ça. Il y en a qui claquent tout direct. Il y en a qui n'investissent pas derrière. Tout à fait. Il faut être smart aussi dans sa manière de fonctionner. C'est ça. Après, on a commencé, je pense, tous les deux avec des petites cams. Tu vois, moi j'ai commencé avec une cam que j'ai reçue à mes 18 ans. Donc c'était un boîtier micro 4 tiers à l'époque. Ça faisait le taf, mais c'est pas non plus un rendu professionnel, tu vois. Donc forcément, t'as envie de monter en grade. C'était quoi ton premier boîtier? Moi, c'était un Olympus OMD EM10 Mark II. Ok, et toi? Un Sonia 6300. Quand même un peu plus... Mais tout premier avant, parce que le tout premier, c'était pas sur de la vidéo. Le tout premier, c'était un Canon EOS 500D. Ok. 550. Donc là, vraiment plus donc photo. Voilà, ça, plus photo. Mais après, quand j'ai commencé dans la vidéo, déjà, le boîtier photo, celui-là, je l'ai eu pendant 2 ans. Okay. Et après, au bout de ces 2 ans, je dis, ok, là, j'aimerais bien avoir ce Sony A6300. Il était cool d'ailleurs ce boîtier. On a pas mal shooté avec. On a pas mal shooté avec. D'ailleurs, la vidéo du road trip, on l'a fait avec. Donc du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le dur du sujet. Okay. On a parlé un petit peu de vos parcours respectifs. Comment ça s'est passé le moment où vous vous êtes dit je vais créer mon auto-entreprise? Est-ce que vous aviez à l'époque toutes les clés en main pour déjà se lancer? Toi, tu nous as dit que tu devais absolument créer ton statut pour facturer tes prestats. Urgence de vie. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça s'est fait dans la précipitation? C'est ça. Ça s'est fait comment? Dans la précipitation? Ou alors est-ce que tu avais vraiment toutes les clés en main, toutes les connaissances nécessaires pour... Ouais, honnêtement ça, quand t'es en première année, t'as 18 ans et demi, 19 ans, tu vois. Même pas, j'avais 18 ans et demi. Tu sais pas trop où tu mets les pieds, tu vois, tu te dis ok, faut créer. Alors moi, tu sais, j'avais un petit peu quelques bases, bon, forcément, on voyait un petit peu en cours, mais ça restait super succinct, tu vois. J'avais quelques bases, mais je me dis ok, bon, déjà, on va pas créer une SAS ou une SARL pour se lancer, tu vois. Intéressant, tu vois, sortir à 18 ans et demi, tu vois. Donc, je crée un statut micro-entrepreneur. Pour le créer, ça a été un peu un parcours du combattant, parce que du coup, j'ai déposé mes numéros, mon dossier auprès de la CCI, je crois, au début. Ça a été refusé, parce qu'en fait, c'était pas le bon code NAF. Ça, je savais pas à l'époque. Ils me renvoyaient vers un autre organisme. Ils se rebalançaient tous la balle. Au final, j'ai fini par aller en guichet, le faire déposer directement. Et eux, ils me l'ont enregistré. Du coup, ça a été fait. Et puis après, même pour la suite, tu vois, savoir où se déclarer, comment se déclarer, si tu choisis des déclarations trimestrielles, mensuelles, etc. Alors, ce qui a été cool, c'est que j'ai bénéficié, en fait, il y avait un petit appel à projet du programme Pépite. C'est un programme national qui est mis en place par la CCI, qui propose d'accompagner des jeunes créateurs d'entreprise. Et moi, j'étais à Dublin à l'époque. Ils m'avaient proposé de faire ça. Je dis bon, ok, je le fais. J'avais participé aux euros, j'avais été retenu. Et ce qui était cool, c'est que j'ai pu avoir un accompagnement sur 1 an où
on m'a expliqué comment faire les déclarations, comment tout ça fonctionnait un petit peu, quelles étaient un peu les obligations également légales. Et ça a été un bon accompagnement quand même. Bah ouais, c'est clair. Ça, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, quand je me suis lancé, j'avais zéro. Il y avait personne pour me conseiller. C'était moi et Internet et il fallait que je me démerde. Tu sais pas où tu n'es plus, quoi. Non, voilà. Il y avait personne pour me conseiller sur quel code APE prendre, tu vois. Bah oui, c'est compliqué. Il y a plein de trucs auxquels il faut penser et on n'a pas forcément toutes les clés en main, quoi. C'est ça. En fait, c'est compliqué. En fait, quand tu as les clés en main, ça va. Mais par contre, quand tu pars, quand tu as quelqu'un pour te guider, pour te dire faut faire ça, ça. Exactement. Là, au moins, tu fais ce qu'on te dit, quoi. Exactement. Mais moi, ça s'est passé, c'était un peu pareil, un peu dans la précipitation aussi, de se dire il faut absolument que je le fasse. Et comme je t'ai dit, en le créant à l'étranger, ça a pris beaucoup plus de temps. Après, j'ai eu cette chance que mon père, justement, il est il est auto-entrepreneur aussi. Il a sa micro-entreprise. Donc ça, c'est une grosse aide parce qu'au final, il n'y a peut-être pas l'aide de la CCI comme lui, il a pu avoir avec le Pépite, c'est comment ça s'appelle ? Programme Pépite. Ouais, mais il connaît déjà c'est ça. Le fonctionnement. Il connaît le fonctionnement et avoir une personne qui connaît bien le fonctionnement, qui est ton entourage, ça aide énormément. De ouf. Ça aide énormément sur plein d'aspects parce que il t'apporte aussi cette vision. Et puis cette mentalité aussi qui va avec. C'est ça, parce que il faut une vision, il faut un mindset, il faut plein de choses dont on pourra parler parce qu'il y a plein de choses, de sujets qui sont en orbite autour du mot entrepreneur, micro-entreprise et tout. Et franchement, en tout cas, si tu écoutes ce podcast, papa, je te remercie. Et moi, j'ai pas précisé là, mais c'était un peu pareil parce que mes deux parents sont également entrepreneurs. Et donc, effectivement, quand il a fallu monter les statuts, j'ai pu m'appuyer, leur poser quelques questions. Même si j'ai toujours eu cette volonté d'être assez indépendant et de me débrouiller tout seul, ils ont quand même été d'une bonne aide. Parfois, ils le sont toujours aujourd'hui. C'est l'aide des autres, c'est important. Beaucoup plus calé que toi. C'est ça, complètement. Moi, j'aurais aimé avoir ça, tu vois. Quelqu'un qui m'aide à ces niveaux-là. Ou même sans être des parents, que ce soit un mentor ou quoi, c'est toujours bien d'avoir des personnes qui sont dans le game un peu, tu vois. Des potes qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui ont déjà un peu de background dans ce milieu, quoi. Ouais, complètement. Un background, toi. Du coup, on a parlé brièvement de comment vous avez trouvé vos premiers clients. Comment ça s'est passé par la suite pour ensuite démarcher, parce que une fois qu'il y a le statut micro-entreprise, faut lâcher les chevaux, quoi. Faut y aller. C'est ça. Et oui. Comment ça se passe après ? Très bonne question. En fait, quand on est en auto-entreprise, on ne s'en rend pas compte dès le début, mais en fait, on a plusieurs casquettes. Et c'est impressionnant, en fait, toutes les casquettes qu'on a à gérer et qui ne sont pas forcément évidentes au début. On doit faire la partie prospection, donc la partie commerciale en l'occurrence dont tu parles. On doit faire la partie relation client par email, la partie tournage, la partie montage et après la partie envoi des vidéos et suivi du projet. Et ça, pardon, je te coupe, mais c'est ce que la plupart des clients avec lesquels on bosse ne voient pas du tout, ça. Ils pensent qu'on est un bonhomme avec une caméra et le soir on leur envoie le montage, tu vois. Mais je sais pas si tu vois le réel, je pense que tu l'as déjà vu en tant que vidéaste, on voit à peu près les mêmes styles de réel, où on voit le vidéaste qui termine son tournage, il court dans sa chambre, il jette sa carte SD là, il met tout sur sa carte SD, il fait direct le montage. Le client il pense que c'est ça et qu'on appuie sur un bouton, edit et que c'est terminé, quoi. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau, mais ouais, du coup sur de la partie prospection pure et dure, en fait, il y a tout un système qu'on met en place au fil des années qui permet d'être beaucoup plus simple, tout un process qui permet d'être beaucoup plus efficace. Mais surtout, ce qui va être important, c'est dès le départ, penser qu'à la satisfaction client. Pourquoi ? Parce que la satisfaction client, il faut que même ce soit... pas qu'au début, je pense, c'est même tout le temps. Tout le temps, mais vraiment, au début, ça va vraiment être c'est toujours le principal actuellement, tu vois. Mais il faut qu'au début, il ne faut pas qu'on pense qu'à l'argent. Parce qu'au début, on peut penser à ça. Et c'est ça qui peut être problématique. De se dire attends, mais moi j'ai envie de me lancer en auto-entrepreneur et tout parce que j'ai envie de faire de l'argent dans le secteur de la photo et de la vidéo. Il faut pas le voir comme ça, il faut direct penser qu'à la satisfaction client parce qu'au final le bouche à oreille derrière qu'il va avoir, ça va être énorme. Et je pars du principe que 100% des clients sont satisfaits. À ce moment-là, si un client est satisfait, ça ramène d'autres. Exactement. L'effet boule de neige qui est super important. Et donc voilà un peu la manière au début qu'il faut faire et qu'il faut adopter au final tout le temps au final. Super important. Ça, et puis je pense que tu peux aussi aller je sais pas comment t'as commencé, Nico, mais moi je pense que le réseau fait une part énorme de ton lancement et même la continuité de ta boîte pour toujours. En fait, en développes de manière un peu indirecte.
tu t'en rends pas compte forcément que tu as du réseau. En fait, c'est des personnes que tu Tout le connais, monde en a etc. du réseau, Ouais, finalement. tout le monde a du réseau. Tes anciens potes de classe qui ont peut-être des parents qui ont des boîtes ou qui ont des postes aujourd'hui dans des sociétés où ils font de la communication, etc., ont peut-être besoin de toi. Et donc, sans considérer que c'est les gens de ton réseau, bah si, ça en est en fait forcément, tu vois. Bah, carrément. Et donc, je pense que s'appuyer là-dessus, c'est des gens qui te connaissent, donc qui auront déjà un peu confiance en toi. Puis le premier contact est déjà établi, donc t'as moins d'appréhension à aller parler à ce genre de personnes-là, tandis que si jamais tu vas toquer à la porte d'un PDG d'une boîte où t'as vraiment peur de lui parler, et du coup bah tu sais pas comment lui parler, tout ça. Là tu te crames direct. Ah oui, ça fait peur. Ça peut faire surtout peur. quand t'es gamin et que t'as 18, 19, 20 ans. Ouais, et puis surtout on n'a pas envie de cramer sa chance aussi. Il y a une tu te dis t'as qu'une chance. Bon, peut-être que t'en as plusieurs après, tu sais pas comment la vie est faite. C'est ça. Mais sur le moment T, tu te dis, bon, bah, c'est cette chance-là, donc du coup, t'as peut-être encore plus de stress qui vient. Exactement. Je comprends. Et puis, il y a du coup réseau physique, réseau en ligne aussi, bien évidemment, avec tout ce qui est réseaux sociaux. Mais si on veut parler d'un réseau qui est super important pour les vidéastes, photographes et tout, ça va être LinkedIn aussi, même s'il y en a d'autres, bien évidemment, comme Instagram, mais ça va être plus pour l'image. En fait, chaque réseau est adapté par rapport à nos besoins et ce qu'on a envie de dégager et de dire. Mais c'est vrai que LinkedIn, en l'occurrence, pour de la prospection, trouver des clients et tout, c'est trop puissant. C'est top. C'est trop bien. LinkedIn, c'est super puissant. Toi, tu as été rapidement présent dessus, même sur Instagram, au tout début. Quand on s'est connus, tu devais avoir 5000 abonnés sur Instagram alors qu'on était en première année d'école de commerce. Et tu avais déjà une bonne visibilité du coup. Tu avais déjà ce mindset-là de développer le réseau. Trop important. Pour moi, c'est toujours été une vitrine, les réseaux sociaux. Je l'ai vu comme une vitrine. Et LinkedIn, je m'y suis mis déjà à peine l'année dernière. Et je vois déjà un peu les graines. Au final, c'est des graines qu'on va mettre. En fait, je vois comme chaque post comme une graine. Je mets une graine et j'en mets 4-5 par semaine. J'en mets au total, on va dire, un peu plus d'une trentaine par mois. Et je me dis, ok, ça peut être pas impactant dès le lendemain, mais bénéfique sur du long terme. Et ça, c'est trop bien. Il a commencé qu'il y a 1 an, mais il a charbonné LinkedIn fort. Mais du coup, je l'ai motivé après aussi pour faire ça. Donc, du coup, c'est top. Aujourd'hui, t'as plus de 11 000 relations, je crois. 11 000 abonnés quand même sur LinkedIn. Ça t'a permis de décrocher des contrats. Là, demain, là, je pars sur Paris, après sur Bordeaux et tout. Donc, c'est grâce à des contacts, notamment soit sur des réseaux physiques ou sur du LinkedIn. Même des fois, Hugo, en fait, j'ai l'impression que après, nous, on a La Rochelle, du coup, c'est un peu plus petit, déjà, comme ville. Mais même quand on bouge, là, par exemple, la dernière fois, j'étais à Paris, à une release party et tout, et un mec qui sert des boissons, il m'a dit, mais toi, je te connais de LinkedIn. Et genre, le fait de se faire reconnaître, c'est pas pour l'ego et dire, tu vois, genre, être égocentrique. Ça veut dire que ton taf a marché. Mais c'est ça, en fait, c'est que le fait que visuellement, la personne, elle dise, toi, je te connais quelque part, c'est énorme, parce qu'au final, ça veut dire qu'elle t'a vu, elle t'a vu soit sur TikTok, soit sur Insta, soit sur Shorts, sur les vidéos Shorts, soit sur du LinkedIn. Et le fait d'être présent partout aujourd'hui, c'est super important. Son personal branding, c'est trop important. Surtout quand on fait un taf où on est son propre patron, on est tout seul. Et son image, on est tout, quoi. Son image est super importante, je trouve, aujourd'hui, de ce qu'on va rejeter envers les gens, parce que je me dis, l'image qu'on va rejeter, ça va être nos clients qui vont l'apercevoir aussi. Potentiellement, Donc, si on se met sur un canal d'acquisition, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, il faut que notre image soit nickel. Et il faut que ce qu'on dise apporte de la valeur ajoutée à la personne qui va nous écouter. Donc voilà. Voilà un peu pour faire le topo. Cool. Trop bien. Même ce matin, on a croisé du monde sur le port, là, un mec qui faisait des interviews également, qui m'a reconnu. C'est trop bien. Et moi, je l'en mettais même pas au début, tu vois, mais c'est énorme. Et du coup, tu te dis, c'est que ça. Première interview. Toi aussi, c'est ta première. Peut-être. On avait déjà fait un petit peu, mais c'est mes premières sur le port. Trop cool. C'est marrant. Ok. Et du coup, toi, ça s'est fait comment la recherche de tes premiers clients après Alors moi, j'ai avant d'avoir la partie un peu personal branding digital que parlait Florent, j'avais surtout une croyance, que j'ai toujours d'ailleurs assez forte dans le réseau physique. Donc j'ai toujours essayé de charbonner un peu mon réseau physique, tu vois, et rencontrer des gens. On a notamment un réseau qui s'appelle Alumni, c'est les anciens étudiants de l'école, qui est assez performant, assez puissant. Il y a plus de 40 000 anciens étudiants dedans, donc c'est énorme. C'est un réseau international. Donc tu vois, d'ailleurs hier il y avait plein d'événements dans le monde entier, Alumni. Genre, il y en avait un à New York, il y en avait un du coup qui était à Londres. À Londres, à Singapour. Partout dans le monde. Et hier, il y en avait un du coup sur La Rochelle aussi. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça apporte un bon réseau physique.
Ouais. Mon réseau physique, moi je suis parti un peu de ça du coup. J'ai en plus essayé de développer, j'ai créé un réseau à La Rochelle qui s'appelle LinkedIn Local La Rochelle, on pourra revenir dessus si tu veux. Mais ça a permis également de faire des contacts et du coup moi j'ai on va dire une clientèle qui est plus locale que celle de Florent, je pense en tout cas. Parce que du coup j'ai beaucoup plus travaillé dans le secteur et dans le coin et j'ai essayé de développer en local, donc forcément en physique tu vas moins chercher hors des frontières. Là où Florent avec son digital, lui il arrive à toucher beaucoup plus large, tu vois. Parce que c'est... Donc, tu peux accéder à n'importe qui via Internet. Quoi. Bien sûr, tout à fait. Local. Après, c'est important de privilégier, pas de privilégier, mais d'être présent sur les deux tableaux. Et de scinder les deux, tout à fait. Mais c'est pour ça, c'est intéressant, nos deux forces. Quoi. Notre association du coup, ça fait la transition est toute trouvée. Du coup, comment voilà, mais de toute façon, tout est écrit. Du coup, comment vous est venue l'idée de vous associer tous les deux? Ça, c'est très récent, j'ai cru comprendre, non? C'est très récent, ça date de septembre dernier. Septembre 2022. Ouais, 2022. En fait, il y a 4 mois là. Il y a 4 mois, on a emménagé dans nos bureaux il y a exactement 4 mois, le 10 septembre dernier. Enfin, du coup, ça fera plus un petit peu là, en diffusion. Mais en gros, on a emménagé en septembre 2022. Aujourd'hui, on est en décembre. Je peux lire ça? Oui, on tourne en décembre. Le podcast sort en décembre, c'est pas grave. Le tournage, c'est pas ça. On peut pas mytho là-dessus. C'est ça. On est en décembre, du coup, donc ça fait 4 mois qu'on est installé, qu'on est associés tous les deux. On a des bureaux à La Rochelle. On a décidé de s'installer ici parce qu'on a une partie de notre clientèle qui est ici. Puis c'est une ville qui nous convenait pas mal également. On n'est pas proximité. C'est ici, mais pour l'instant, on est là. Et ça se passe très bien. Et du coup, parce que tout à l'heure, je vous avais un peu axé la discussion là-dessus, mais on en vient maintenant. Comment ça s'est passé, votre union? Qui c'est qui a abordé le sujet? Comment ça s'est fait? Franchement, ça s'est fait naturellement. Franchement, ça s'est fait ultra naturellement. Genre, personne n'est venu voir l'autre en disant on fait ça. Suite à vos... J'arrête ça. Suite à vos départs, toi t'étais parti en Asie, toi t'étais parti dans le sud de la France. Vous êtes retrouvés après et vous avez continué à faire des images ensemble? En vrai, on a toujours communiqué ensemble pendant le déplacement, tu vois. On s'envoyait chacun l'un et l'autre nos projets en disant t'en penses quoi de ça, t'en penses quoi de ça, là je fais ça, qu'est-ce que t'en dis, etc. Vous avez vraiment tissé un lien. C'est important. C'était important pour nous deux d'avoir des retours sur nos projets, de ce qu'on faisait. Vous comptiez déjà l'un pour l'autre. C'est ça. Et puis l'année dernière, moi j'étais encore en stage. J'étais parti en stage à partir du mois d'avril jusqu'à fin août, début septembre. J'étais parti entre Dubaï et Bali. Et en fait, là, j'avais un stage assez particulier parce que c'était sur la créative, les ads, donc les publicités qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai envoyé un peu à Hugo déjà ce que je faisais justement par rapport à ça, par rapport à ce format de vidéo qui est complètement différent. Et justement, je trouvais ça intéressant de lui montrer ça parce qu'il connaissait pas forcément, il avait pas ça sur La Rochelle et on s'est dit ça peut être vraiment intéressant de garder un peu cet aspect-là de la vidéo et nous faire un positionnement du coup différent. D'accord. Carrément. Et on s'appelait aussi, tu vois, tout le temps pour se dire putain, on a vu tel tuto, est-ce que tu as vu cette fonctionnalité-là, etc. Et en fait, on a toujours vraiment, entre guillemets, avancé ensemble. Je pense qu'on a aussi progressé ensemble. Parce que du coup, on s'est quasiment lancé en même temps. Et du coup, on a évolué un peu sur la même longueur d'onde, tu vois. Je me souviens, on avait un drive où on mettait des fois les liens qu'on trouvait. De tutos sur YouTube, des trucs quoi, et on se partageait tout. C'est ça, on se partageait tout. Quoi. Comme là, par exemple, on va mettre ça en place où on va dire j'ai écouté ce podcast, vas-y, mets-le sur le drive, au moins la valeur ajoutée que toi t'as écouté. Alors je l'écoute aussi parce que tu m'as dit que si tu me l'as recommandé, c'était cool et tout. En fait, c'est du bouche à oreille, mais en interne, entre potes. Quoi. C'est super important de le mettre en place parce que vous avez la même vision des choses et vous voulez aller au même endroit. Quoi. C'est ça. Et ça, vous avez décelé ça l'un chez l'autre très rapidement. Mais en fait, la base pour s'associer et la base pour une bonne entente et une bonne vision et tout, c'est la communication. Si tu communiques pas, s'il y a un sujet tabou, s'il y a un truc ou quoi, ça va déjà partir mal se passer, ça va nuire en fait au truc, il va y avoir une zone d'ombre. En fait, il faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. Et du coup, c'est pour ça que depuis tout le temps, on a communiqué ensemble. Là, c'est encore plus important de communiquer ensemble sur la moindre chose, tu vois. Tous les jours. Donc tous les jours et à part le week-end. Donc voilà. Quand on n'a pas des tournages le week-end. Mais ouais, du coup, voilà un peu. Par rapport à ces du coup, ça s'est fait ultra naturellement en fait. Tu vois, on a continué à communiquer ensemble. C'est ça. En gros,
pour en venir là-dessus, on est toujours resté en communication donc, durant toutes nos études, etc. Et à la fin du bachelor, la question s'est posée. Moi, je sortais d'un an d'alternance, savoir si on continuait ou si on se lançait directement, etc. Moi, j'ai essayé d'embrigader Flo au master, mais j'ai dit non, c'est mort, pas de master. Tu voulais vraiment arrêter les études dans ta tête, t'étais parti. Et c'est assez compliqué aussi de le faire comprendre aussi aux parents, de dire là, en fait, maman, tout le monde part en master, mais moi, je pars pas. Donc, je pars vraiment. Ils m'ont laissé 1 an, ils m'ont dit, ok, là, t'as 1 an pour faire tes preuves, en gros. Tu vois. Sinon, c'est retour dans l'école. Pas retour à l'école. Mais je pense que on se l'est pas dit. Ils me l'ont pas dit comme ça, mais tu l'as interprété. Mais je l'ai interprété comme ça. En même temps, c'est clair que si au bout d'1 an, tu peux pas en vivre. Forcément, tes parents, ils vont te, même si t'es majeur et tout, ils vont te dire, ok, là, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Après, il faut que tu prennes en main, il faut que c'est clair. tu sois indépendant, quoi. Donc, c'est important d'acquérir cette indépendance assez rapidement, en mode. Il faut marquer le coche. Carrément. Du coup, lui, il est parti en freelance full time l'année dernière. Moi, du coup, j'ai quand même fait un master 1. Pas fini, on va venir après. J'ai fait un master 1 du coup à Sub de Pub. Je me suis dit, ok, je vais changer d'école. Je vais faire une école un peu typée graphisme, vraiment UI, UX. Moi, j'aime beaucoup le design pour en revenir au tout début. Avant de vouloir faire école de commerce, je voulais être architecte. J'ai toujours été passionné par le design, l'art, etc. Je l'apprends. C'est vrai, tu vois. Comme quoi, on apprend tous les gens. Et j'ai fait plein de stages là-dedans, etc. Et au final, j'avais pas parti là-dedans parce que j'étais pas hyper fort en sciences. Donc je suis parti faire une voie. Ça t'a freiné. Ouais, ça m'a freiné un peu. Puis je me suis dit, allez, vamos. J'avais toujours un peu une sensibilité pour le commerce. Quand j'étais au lycée, j'achetais des clés USB, je les rendais à mes potes et tout. Sérieux? Gilos. Des clés USB, ça va les gars. C'est une âme en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs et on entend déjà des anecdotes qui faisaient déjà un peu du deal, ils vendaient quelque chose. C'est vrai. Ouais, par exemple, c'était les balles de golf. Okay. Ouais, c'est vrai, toi. Ouais, c'était les balles de golf, j'allais chercher les balles de golf. Vous avez quand même tous les deux une petite âme de commercial, ça vous sert aussi dans votre taf de tous les jours. Ouais, carrément. Ça, c'est des bagages qui sont pour moi hyper importants parce que c'est pas le cas de tout le monde. En général, quand on se lance, on a une caméra, on s'est créé, on a un œil artistique et tout, on n'a pas forcément la fibre commerciale, on sait pas trop se vendre. C'est ça. On peut peut-être axer la discussion là-dessus aussi, si jamais vous avez des petites astuces, des petits conseils à donner pour des gens qui veulent se lancer comme ça. Ouais, en fait, je pense qu'on a toujours voulu l'un et l'autre être entrepreneur. Enfin, moi, je sais que si c'était pas dans la vidéo, j'aurais forcément trouvé une solution pour devenir entrepreneur, tu vois. Ça a été la vidéo parce qu'on y est venu. En fait, je pense que ça a été un peu le déroulement de la vie, ça s'est fait comme ça, et ça a été la vidéo parce que c'est notre passion et que ça est devenu notre métier aujourd'hui. Ça aurait pu être autre chose. Et peut-être que demain, dans 15 ans, 20 ans, ça sera autre chose, je sais pas, je pourrais pas te dire, tu vois. Mais en tout cas, on a toujours cette vision entrepreneur. On voulait faire notre argent nous-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier. Pourquoi ? Parce que quand on va démarcher des entreprises, nous, on bosse que en B2B. Quand on va démarcher des sociétés, on comprend quelles sont également les attentes et les besoins de l'entrepreneur qui est en face de nous. D'accord. Tu vois. Donc et ça, vous je pense avez que déjà un système de communication établi, on va dire. Oui. Ouais, que vous avez carrément. Okay. On a la vision business. Ça, c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Non, c'est sûr. Il y en a qui ont vraiment une vision que créative. Et je pense que ça peut être un frein parce que du coup, on pourrait y venir. Mais c'était justement ça ma question, du coup. Ouais, en gros, tu vois, faire des belles vidéos, entre guillemets, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Il y en a plein qui peuvent le faire. Mais ils savent pas les vendre. Ils savent pas les vendre. Ils savent pas les vendre et ils savent pas aussi dire. Ils savent les faire, mais du coup, ils les donnent aux clients et après, les clients, ils se débrouillent. Il n'y a pas de diffusion derrière, tu vois. Il n'y a pas de diffusion, donc c'est ça aussi, c'est problématique. Au final, est-ce que ton objectif, c'est de faire des belles vidéos et que le client, il ait la belle vidéo, ou est-ce que ton objectif, c'est de faire développer le chiffre d'affaires de ton client ? C'est ça. Et c'est deux questions complètement différentes et super importantes. Qui sont très liées. Et du coup, la partie ads, pour revenir à mon stage là que j'avais fait du coup avec la marque Oh My Case, une marque de coque de téléphone. Et du coup, ça c'était super intéressant parce que moi, ça m'a permis de comprendre que l'objectif de la vidéo, c'était de faire développer le chiffre d'affaires et pas que ce soit la plus belle des vidéos. Et parce qu'au final, tu te rendais compte qu'il y avait une créative qui pouvait rapporter énormément. Et en général, les plus belles vidéos ne sont pas forcément celles qui rapportent le plus. C'est ça, mais c'est comme au final sur TikTok, celles qui vont faire le plus de vues ne sont pas forcément celles qui sont les mieux filmées ou sur d'autres réseaux sociaux. Et donc ça a un impact sur la notoriété. On va dire TikTok, c'est plus pour
notoriété ou quoi. Mais par exemple, sur d'autres vidéos, ça peut être super important pour d'avoir une vidéo correcte, mais qui permet de développer un chiffre d'affaires derrière, quoi. Ah ouais, carrément. Donc, En fait, on a toujours vu moi, je pense qu'on a toujours vu la vidéo comme un levier marketing, plutôt que juste livrer une simple vidéo à son client, tu vois. Nous, on a toujours cherché à ce que derrière, il y ait un retour sur investissement pour le client. Et ça a été notre volonté depuis le début, je pense, pour l'un et l'autre. Et ça l'est toujours et encore plus aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est important. Il faut le faire comprendre aux clients aussi, tu vois. Et du coup, le fait que vous soyez associé maintenant, ça a été dans le processus de démarchage aux clients. C'est ce que vous mettez vraiment en valeur tous les jours? Oui. C'est pour ça que vous vous êtes associé, c'est vraiment pour apporter ça aux clients. Ouais. Et dans votre procédé de travail, on va dire, quotidien, c'est vraiment ce que vous faites, l'accompagnement de A à Z. Ah oui, c'est ce qu'on fait. En fait, on a plein de clients qui viennent nous voir, tu vois. Il y en a plein qui veulent des belles vidéos. Mais pourquoi tu veux une belle vidéo, tu vois? C'est ça la question. Bah oui. Donc vous gérez tout ce qu'il y a en amont. On gère en fait du premier rendez-vous avec le client jusqu'à la fin de diffusion globale. Même les ads et tout. Même les ads, on bosse avec des médias buyers. On va même faire les reporting pour montrer aux clients quelles ont été les retombées de la vidéo. Ouais. On fait vraiment tout ça. Ok. D'accord. Et c'est ce qu'on vend aux clients. D'accord. Principalement. Bah c'est bien. Ouais. Et du coup maintenant aujourd'hui c'est vos clients, c'est quoi, qui, quand? C'est essentiellement du coup du B2B. Ouais. Donc il y en a qui c'est dans le secteur de l'e-commerce parce que la partie ads forcément ça c'est joué sur l'e-commerce. Mais même les entreprises aujourd'hui physiques de secteur Rochelet, local et tout, on essaie de justement les convertir à ça. Parce que il y en a qui jouent toujours un peu le vieux jeu, qui vont jouer sur du local avec de la radio ou des choses comme ça et tout, même si c'est très bien, ça peut être intéressant, mais quand même de la partie ads sur les réseaux sociaux faite par des jeunes qui comprennent les codes aussi de la publicité en ligne et tout, c'est plus impactant et plus intéressant aussi en termes de retombées pour eux. Donc forcément, on essaie de s'axer sur des clients comme ça. Essentiellement B2B à travers du LinkedIn. Après, en termes de vidéos, on propose également de l'after-movie, d'événementiel, sur des événements ou quoi. Oui, on fait aussi des vidéos un peu plus classiques. C'est ça, là on parle que de l'ADS et tout, mais c'est un peu... C'est notre positionnement qui est différent et qui a un impact après sur des vidéos qu'on va faire pour nos clients de type after movie, parce qu'on va se dire, on va voir l'aspect, même si c'est pas faire développer forcément le chiffre d'affaires de faire un after movie, bien évidemment, mais on va avoir cet aspect. L'objectif, ça va être que la personne elle visionne la vidéo jusqu'au bout. Et pour qu'elle visionne la vidéo jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un hook. Donc le hook, ça va être sur les 4 premières secondes. Justement, capter l'attention. Comment faire pour capter l'attention sur un after movie? Je sais pas si c'est intéressant de mettre direct le logo. Ça va pas forcément capter l'attention de mettre un logo dès le départ, quoi. Donc tu vois, il y a des codes comme ça à respecter. Et, il faut un effet qui claque ou des choses comme ça. Donc, c'est important de garder cette manière de procéder sur des vidéos plus corporate pour des clients. Et je pense qu'il y a un gros rôle pédagogique aussi, tu vois. Aujourd'hui, la vidéo et en tout cas la présence digitale, ça devient un élément fondamental de la réussite d'une société. C'est un impératif. Exactement. Toute société doit avoir un support vidéo. Même le boulanger du coin. Bien sûr, non, mais vraiment n'importe qui. Aujourd'hui, ça... Alors, d'autant plus dans les très grandes villes où la concurrence elle est énorme, où eux ils se doivent mais absolument d'avoir du contenu digital. Puis il faut le soigner, il faut faut du quali. C'est ça. Donc il y a ça, mais il y a quand même beaucoup de sociétés aujourd'hui, notamment dans les plus petites villes ou en province, etc., qui sont pas forcément éduqués à ça parce que les gens autour d'eux ne le font pas forcément. Et donc nous, on a un gros rôle pédagogique, je pense, en allant les voir, en leur expliquant quelles seront les vertus d'avoir une présence digitale, comment l'assurer, comment la faire, et du coup on peut avoir un accompagnement là-dessus avec le client. Oui, et en termes de retombées aussi pour la société, c'est pas non plus en termes de chiffre d'affaires. Ils mettent la main à la poche, certes, mais c'est pas non plus... Oui, non, c'est sûr. Ils vont pas construire un nouveau bâtiment, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est dérisoire comparé à ce qu'ils peuvent se faire comme chiffre d'affaires et comparé aux retombées que ça peut potentiellement générer. Bien sûr. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre, tu vois. C'est leur montrer par des chiffres avec tel type de vidéo. Parce que souvent, l'approche que les clients vont avoir, c'est la vidéo, ça m'intéresse pas, j'ai déjà des clients. Oui. Mais si tu peux te développer, pourquoi ne pas le faire? Faut aller les voir en leur disant ok, mais tu veux pas plus de clients? Bien sûr. Tu veux pas embaucher plus de personnes? Et les clients qui sont chez toi aujourd'hui ne le seront peut-être pas forcément demain. Pourquoi? Parce que si ton concurrent lui il prend la main là-dessus et qu'il arrive à dégager une image de marque qui est encore plus forte, il peut t'écraser. Mais ça peut se passer en 1 an, 2 ans. Tu vois. Il y a un positionnement différent aussi. Si tu apportes une valeur ajoutée à ton client, au client que la personne avait, forcément le client il va passer avec toi, quoi. Ah bah oui.
C'est normal. Et une image de marque digitale, ça se construit pas en 3 semaines. Non. Tu vois, c'est un accompagnement sur le long terme, c'est un investissement que tu te dis, ok, je me mets là-dessus, je le fais pour une durée qui est suffisamment longue pour que la notoriété elle puisse prendre auprès de ta base clientèle et de futurs prospects, tu vois. Ça se fait pas en 3 jours, quoi. C'est pas une vidéo et ciao, c'est bon, j'ai une présence digitale. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, mais en fait, tout dépend. La vision, si tu as une vision one shot d'un freelance, entre guillemets, où tu te dis, ok, je prends ce contrat-là et ciao. C'est clair que oui, mais si tu as une vision vraiment long terme où tu as envie de vraiment de satisfaire ton client, en fait, c'est ça. C'est un accompagnement. C'est ça, tout dépend. Ça, on revient à la base du podcast où on disait la satisfaction client. Ouais. Et au final, si dès le départ, on a ça en tête, forcément, on gardera ça en tête sur le long terme et justement, on se dira, attends, en upsell de nos prestations, on peut faire ça et qui va permettre de satisfaire encore plus le client au final. C'est ça qui fidélise aussi. C'est ça. Dans tous les domaines, tu vas, par exemple, je dis, c'est le seul truc qui me vient, mais tu vas chez le boucher, s'il te sert de la viande dégueulasse, tu n'y retourneras pas. Oui, complètement. Si tu te sers de la bonne viande avec la qualité, le savoir-faire, le service est là, tout ça. C'est vraiment un exemple à la con. Non, mais c'est clair. Mais c'est pareil dans tous les domaines. C'est pareil. C'est super important de l'imager et de se le garder en tête à chaque fois. Parce qu'il faut quand même pas perdre de vue que on est auto-entrepreneur. Vous maintenant vous êtes associés, mais la plupart des gens qui débutent en auto-entrepreneur. Il y a une seule personne, un seul employé, un seul patron. Si on se crame notre image, on est mort. C'est super important. Même pour en venir, tu vois, à la présence digitale des sociétés, que ce soit en B2B ou en B2C. Aujourd'hui, tu parlais du boucher. Tu mets 2 bouchers face à face dans la même ville avec un emplacement qui est quasiment similaire, qui proposent le même produit. T'en as un qui a une présence digitale qui est top. Il va mieux marcher que l'autre. Il va mieux marcher. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont s'identifier à ce boucher en allant consommer et ils vont pouvoir dire aux personnes qui l'entourent qu'il a été consommé chez ce boucher-là et que ce boucher-là a une belle image. Donc les gens, ils vont vouloir consommer chez des sociétés qui proposent des belles images pour pouvoir y être associés. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je pense qu'il y a un réel enjeu derrière ça. Attends, je tiens juste à m'excuser pour les végétariens qui nous écoutent. Désolé de parler de viande. Non, mais je pense à eux aussi. Donc, ça peut être chez Biocop aussi. Je bip et je mets boulanger à la place. Non, mais et par contre, si jamais... Tu vois, tu peux prendre le raisonnement, le pousser encore un peu plus. Si jamais le boucher qui fait sa com et tout est un vrai con, qui les gens vont préférer, tu vois. Il a beau gérer sa com et tout, même si l'autre est super sympa, les gens vont moins aller chez lui, mais l'autre est plus sympa. Dans ces cas-là, c'est vrai. Pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une bonne question. Vois, mais généralement, si c'est un gros con, déjà, je le prends pas en tant que client. Donc déjà, je vais pas l'accompagner sur le digital. Mais en tant que consommateur, c'est vrai que on le perçoit différemment. Mais honnêtement, même si en tant que consommateur, j'ai une personne qui est pas très cool et du coup qui veut justement me vendre son produit, je pense passer par l'autre personne qui est peut-être plus sympa ou ses produits sont peut-être mais tu le sais pas à l'avance. Tu le sais pas à l'avance. C'est ça, c'est toujours ça la problématique. La première vision que tu auras d'une société, si tu connais en pas, ligne, c'est en ligne. C'est digital. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est la vitrine. J'allais revenir sur le digital au final avec les commentaires et tout. Donc ça roule. Petite pause dans ce podcast, je vais te demander à Hugo de raconter sa première anecdote. Enfin, son anecdote. Mon anecdote. Allez, vas-y. Ça va être une anecdote de shooting, c'est assez marrant. Papy Talon raconte son histoire. C'est en 2018. Ça tire à balles réelles. C'est clair. C'était assez marrant. Donc, premier shooting que je fais, donc pour la fameuse société dont je parlais tout à l'heure, la première qui m'a permis de faire mes premiers contrats, donc non rémunérés à l'époque, c'était vraiment des potes à moi qui lançaient leur marque de fringues et pour y revenir. Je leur ai fait une vidéo. Ils me disent, OK, il faut faire un shooting photo en studio. J'avais jamais fait ça, tu vois. Donc je me prépare, je regarde des tutos sur internet, etc. Et la veille, je me dis, OK, je vais faire mes premiers réglages, etc. C'était quoi comme produit ? C'était de la fringue. Ok. Donc on avait sur des mannequins. Sur des mannequins. Du coup, on avait réquisitionné nos potes qui faisaient mannequins. On avait monté un studio, etc. Okay, tu vois, un débrouille un peu. Mettre dans le contexte quand même. Ouais, t'as raison. Un peu en mode débrouille, tu vois. Et du coup, on met le setup, on fait les shootings, etc. Et en fait, la veille, j'avais fait un paramétrage chez moi pour faire 2-3 tests. Et en fait, chez moi, c'était pas très lumineux, donc je m'étais mis à 5000 ISO, tu vois, pour faire le test. Sauf qu'en fait, j'ai pas remis mon boîtier en réglage classique. Le lendemain, je fais mes shoots. Vu qu'il y a de la lumière, j'ai pas capté que c'était 5000 ISO, même si j'ai dû fermer du coup à balle, tu vois, etc. Mais ça s'est fait quand même, tu vois. Genre, je me suis pas rendu compte sur le moment. Tu sais, t'étais à fond dans ton truc, t'es le premier, t'es un peu stressé et tout. Tu dis, OK, on fait comment, etc. Tu veux faire les choses bien. Ouais, le timing était un peu serré et tout. Du coup, tu shootes sur le boîtier, tu vois rien de spécial. Puis là, tu rentres chez toi, tu mets tes cartes SD. Et là, tu te rends compte, du coup, en fait, c'était un capteur micro 4 tiers. Donc, qui monte pas du tout bien en ISO, tu vois. Donc, à 5000 ISO,
toutes les photos cramées, enfin pas cramées en termes de lumière, mais juste mortes en fait. Il y avait beaucoup trop de bruit dessus, irrattrapable. Alors argentique, c'est de l'argentique. On aurait pu tourner le truc. Bon, c'était pas l'effet recherché du coup à l'époque. T'aurais pu le vendre comme ça. J'aurais pu le vendre comme ça, ouais. C'est ma patte artistique. C'est ça. Ah ouais, puis on la voit bien ta patte. C'est clair. Du coup, là, t'es à 23h en train de rappeler tes clients à une heure après shooting. Bon, les gars, va peut-être falloir reprogrammer un shooting et rappeler tous les mannequins parce que ça va pas en fait. On a toutes les photos, mais juste elles sont pas bien. Donc, c'est un peu bête, mais au moins, ça a le mérite de faire que tu fais pas deux fois l'erreur, quoi, tu vois. Tu l'as fait une fois, mais je peux te dire que tu l'as fait pas deux fois. C'est ça l'avantage de faire des erreurs, c'est que tu les fais pas deux fois. Ouais, et puis là, on aurait mis, en fait, l'enjeu n'est pas non plus monstrueux, tu vois. Tu vas pas facturer 1000 € à ton client pour faire ça, puis lui dire, en fait, je reviens demain. Parce que là, tu t'assois sur tes 1000 € direct. Ouais, et puis t'es cramé pour l'image et tout, ça fait pas bon. Après, quand tu te lances, on a tous le droit à l'erreur. Et puis surtout, en étant jeune, c'est ça qui est énorme, c'est qu'on peut tellement se tromper, on peut tellement faire d'erreurs que c'est pas si grave, en fait. Donc, il y en a qui ont peur de se lancer, justement, dans cette aventure d'auto-entreprise parce qu'ils sont jeunes, ils ont peur et tout, mais au final, il faut pas avoir peur de ça. Au contraire, ça sera que de l'expérience en plus, quoi. Donc, trop important. Puis tu vois, il y a un grand débat, je pense qu'on a tous entendu parler, c'est alors, est-ce qu'en se lançant, il faut faire du gratuit ou pas, tu vois. Moi, du coup, à l'époque, j'ai fait ces 2 premiers contrats en gratuit. J'ai peut-être bien fait de les faire en gratuit pour faire les erreurs dessus, tu vois. Et puis moi, je continue à croire que de temps en temps, le gratuit, ça fait pas de mal, tu vois. Ouais, ça peut, ça dépend. associatif. Il faut juste réfléchir à pourquoi et comment tu le fais, les retombées que ça peut avoir derrière. Si tu fais du gratuit et que la personne avec laquelle tu le fais, ça t'apporte plus de visibilité, donc potentiellement plus de clients derrière. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Tu vois, il faut penser toujours retomber. Il faut pas penser en mode je suis gentil, je fais du gratuit. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut pas penser que cash aussi, parce que si on pense que cash, forcément on fera jamais de gratuit, mais du coup on n'a forcément rien à montrer au début. Donc il faut montrer un book au début, c'est super important. Sinon la personne ne sait pas de quoi tu es capable et ce que tu peux faire. Et c'est ça notre force dans la photo et la vidéo, c'est qu'on peut montrer directement de par un show réel ou quoi. Voilà, t'envoies ça à ton client et le client il voit visuellement ta patte artistique, ce que tu fais et tout. Trop important. Parce que c'est quand même un art, mine de rien. Oui, c'est ça. Même s'il y a tout l'aspect gestion, tout ça, c'est un art pratique, quoi. C'est ça, un art numérique. Voilà, c'est ça. Exactement. L'art 2022. C'est ça. On est manuel. Les gamins de 2000. Ça tire à balles réelles, là. Ça tire 3 balles réelles. Oh, ça va, c'est pas méchant, c'est gentil. Du coup, on avait vite fait évoqué avec Hugo en off que vous interveniez dans une école. Oui, ça, on peut en parler. C'est ça, ouais. On en parle un petit peu. Du coup, on est intervenu au sein de Excelia. Du coup, à notre école là-bas, on était étudiants. Et ça, c'était assez marrant. C'est qu'on est en un an, on est passé du coup de la chaise d'étudiant à la chaise de prof. Pas la chaise de prof, mais d'intervenant. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que vous y faites là-bas concrètement? Alors, en gros, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, on y venait tout à l'heure. Tu me posais la question. Quand tu te lances et que tu es jeune, par où tu commences, comment tu fais, quelles sont les démarches, tu vois. Nous, en fait, on a été voir l'école, on leur a dit, les gars, on s'est lancé il y a 3-4 ans, on savait pas comment faire. Exactement, on savait pas comment faire, tu vois. Et donc, nous, on est arrivé avec cette proposition en disant, nous, on est passé par là il y a 4 ans, on sait exactement les erreurs à ne faire et les erreurs à ne pas faire, et les bonnes pratiques à faire. Est-ce qu'on vous proposerait pas un module de 6 heures, par exemple, de cours à des étudiants pour leur expliquer de manière ultra pratique comment faire? Quelles sont les plateformes? Et lever les tabous, une synthèse. Enlever les tabous, enlever les tabous aussi sur le côté entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un entrepreneur, on voit le mec là qui dit bisous à la fin. Tu sais là, je sais plus comment il s'appelle, JP Fanguin, celui qui va dire salut à toi jeune entrepreneur. Ouais, salut à toi jeune entrepreneur. Tu vois. Mais tu vois, genre, en fait, on a une image au final d'être un entrepreneur sur les réseaux sociaux, de direct la personne qui réussit, qui a beaucoup d'argent, qui fait des levées de fonds énormes, où on va dire des chiffres énormes. Tu peux aussi avoir l'image de la personne qui a une vie tellement débordée, qui voit même plus sa famille. Oui, aussi. En fait, voilà, il y a cet aspect. En fait, c'est des codes qu'il faut casser. Il y a plein de clichés à casser aussi sur LinkedIn. On va dire, voilà, je fais 12 millions de CA, j'ai tant d'employés. Au final, tu vas voir sur Piper, c'est pas du tout le cas. Donc, où tu vois les résultats, c'est pas le résultat. Donc, c'est pas le résultat, c'est moi qui marche pas non plus. Tu vois. C'est ça. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et du coup, il faut lever un peu tous ces tabous-là. Et le terme entrepreneur est très large. Mais oui, ça fait peur aux gens. Même, par exemple, moi, j'ai cette chance que mes parents ils comprennent aussi le mot entrepreneur parce qu'ils le sont eux-mêmes. Ils le sont eux-mêmes, tu vois. Mais pour des familles où c'est pas le cas, dire à tes parents, ben voilà, moi je me lance en tant qu'entrepreneur,
ça peut faire peur. Ouais, Donc ça peut être c'est intéressant en tout cas d'avoir levé tous ces tabous, d'en avoir parlé avec eux, qui nous aient posé toutes ces questions. Ouais. Et ça a beaucoup plu à l'école. Et même moi, en tant qu'étudiant, je me mets à la place de moi étudiant. Ça t'apporte quelque chose. Moi, tu pars avec des bons bagages si jamais tu veux de ton côté. Et je me dis, j'aurais aimé avoir un cours d'un entrepreneur comme ça. Quoi. Ouais, c'est hyper tu important. vois, c'est ça, ouais. Qui me peut-être avec plus de background et d'expérience parce qu'on est encore jeune, tu vois. Mais quand même, c'est déjà une bonne base. On a une bonne base parce qu'on a justement eu cette multicasquette en entrepreneur à gérer plein de choses. Et en 1 an déjà de freelance, tu gères tellement de choses, tellement de problèmes et tout. Toi aussi, ça a été le cas, tu vois. Donc, sauf que moi, j'ai appris tout ça, j'avais 27 ans, tu vois. Oui. J'ai créé ma micro à 27 ans avec aucune idée de comment ça fonctionnait, c'est quoi un chiffre d'affaires, c'est quoi une déclaration URSSAF, tout ça, j'avais aucune idée de ça. Mais j'ai tout appris sur le terrain. C'est ça, mais tout est possible. Et puis, il y a pas d'âge, je trouve, pour ce métier. C'est pas une question d'âge, c'est juste une question d'avoir les bagages nécessaires pour pouvoir se lancer. Complètement. En fait, c'est ça qui est important, et justement, ce que tu disais, ce qui est pas assez mis en avant, c'est que en France, ou même en règle générale dans l'éducation qu'on a classique en France, on n'a pas ces bagages-là qu'on nous transmet. Ouais, c'est vrai. En même dans temps, un système qui devient de plus en plus libéral, on devrait normalement éduquer les personnes. Mais on nous propose différents bacs, au final, bac S, bac L et tout. Mais après, maintenant, peut-être ça a un peu changé les réformes. Quand tu as 15-16 ans, tu sais pas ce que tu veux faire. Au final, quand on est jeune, on sait pas ce qu'on veut faire. On nous dit d'être fort dans toutes les matières. Donc, au final, pourquoi tu sais pas? On te dit d'être un chef d'orchestre, de savoir jouer du violon comme du piano. Au final, tu sors de tes études, tu sais jouer à rien. T'es encore plus perdu qu'avant à tes débuts. Et après, on te dit, il faut que tu trouves ta voie. Ok, je me lance dans quoi? Dans de longues études. Au final, médecine, t'as jamais mis un pied dans une salle de médecin à part quand t'étais malade. Il y a pas mal de choses comme ça où c'est problématique. Et c'est super important, je trouve, de se spécialiser, de se mettre focus dans un secteur d'activité et de se dire, ok, moi, je veux devenir un expert dans ce domaine-là. En lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube, en me formant, en achetant des formations en ligne. C'est super important parce qu'au final, une fois que tu auras acquis du coup, toutes ces expériences et ces compétences, ça va te permettre justement toi-même de devenir un peu un expert dans ce domaine-là. Ouais, et puis justement, même si ça te sert pas les 2, 3, 4 premières années, ça te servira dans 15 ans si jamais tu veux un jour faire ça fait que de l'expérience en plus. Par exemple, moi j'ai ma chaîne YouTube perso, mais au final, cette chaîne YouTube perso de base, c'était juste pour envoyer mes souvenirs quand je partais à l'étranger à mes parents. Sauf qu'au final, maintenant, je peux l'utiliser pour mes clients et tout. Pour leur montrer avec mes shorts et tout. Voilà les vues que je le fais ou des choses comme ça. En fait, c'est super important. Chaque chose qu'on fait, chaque étape et chaque projet dans lequel on s'investit, ça ne sert pas à rien en fait. Non, c'est clair. En fait, je pense que l'école, ça apporte une super base, un socle en fait de connaissances générales que tu peux avoir. Il faut aller chercher ce que tu peux trouver à l'extérieur. Donc des projets extrascolaires, s'investir en association, ouvrir une micro-entreprise. Aller faire des stages, c'est un truc qui peut t'apporter énormément également. S'investir dans des projets et tout ça va faire que tu vas acquérir des compétences beaucoup plus spécialisées qui vont te permettre demain. Surtout dans un domaine qui te plaît. Exactement. Tu peux choisir ce que bien tu sûr. veux. Bien sûr. Par exemple, mes passions, c'est la musique, le skate. Tu vois, je peux lier ça avec la vidéo. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Quelqu'un d'autre, sa passion, c'est, je sais pas, le surf, la planche à voile, le badminton, peu importe. Tu vois. Tu connais des gens dans ces milieux-là. T'as une autre passion, tu lis les deux. En fait, si t'es passionné, tu vas tellement pouvoir te former 10 fois plus vite qu'un truc qui t'embête. Donc, en fait, choisir alors, tout le monde le dit, choisir un métier passion, c'est un peu le mot bateau, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment vrai. En tout cas, même si c'est pas passion, il faut que ça s'y rattache un minimum pour que tu puisses vraiment t'y investir, t'y intéresser, te former et devenir expert dans ce secteur-là. Parce que trouver une passion, c'est pas évident. Et au final, je vois, quand j'ai posé la question justement aux étudiants dans ma classe, et même si on la pose aujourd'hui dans la rue, est-ce que tu es passionné de quelque chose? Les gens, ils vont pas forcément te répondre. En général, ils le sont, mais ils le disent pas, tu vois. Ils le disent pas, puis même. Ou ils savent même pas, en fait. Ils savent même pas. Ils s'en rendent pas compte. Peut-être que les gens savent pas ce que c'est une passion. C'est ça. Et c'est super important d'en avoir une, parce qu'elle nous guide et ça peut être notre pourquoi on se lève le matin. Et on peut se dire, au final, je peux monétiser ma passion et en vivre. Bien sûr. Donc, trop important. C'est clair.
Et je pense que c'est important aussi de s'entourer un peu de mentors, tu vois, de personnes qui sont déjà un peu dans le game, dans le business, etc., mais qui sont plus vieux ou qui ont ton âge, etc. Parce qu'eux, ils vont pouvoir aussi te driver, te dire un petit peu quelles sont les bonnes pratiques à faire. Ils peuvent te dire, attention, tu vois, par exemple, nous, on s'est associés. Il y a 6 mois, tu m'aurais dit comment on s'associe. Je savais même pas te dire qu'il fallait faire un pacte d'associés. Okay. Mais c'est des gens qui sont experts dans leur secteur, qui ont pu nous le dire et qui nous ont expliqué comment le faire, etc. Tu as été chercher ces infos-là aussi. Ouais, carrément. Parce que quand ça t'arrive, forcément, t'as pas le choix que d'y faire face. Donc, bien sûr. T'es obligé d'aller chercher les infos. Exactement. En fait, je pense que le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de faire le premier pas, tu vois. En fait, quand tu mets le premier pied devant, l'arrière suffit forcément parce que tu vas être confronté à des problématiques, mais tu vas aller voir des gens qui sont spécialisés. T'as pas envie de revenir en arrière, t'as envie d'avancer. Déjà, tu vas être obligé d'avancer. Et en plus, tu vas aller rencontrer des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui vont pouvoir te débloquer les différentes problématiques que tu as et qui vont te permettre d'avancer, tu vois. En fait, c'est jamais en fait très compliqué de se lancer. Si tu regardes la masse globale de travail qu'il y a à faire, tu te dis waouh, c'est énorme, je peux pas en commencer. Mais à partir du moment où tu mets le premier pied, en fait, tu vas cocher une case par une case et en 6 mois, tu auras tout réglé et tu seras lancé et tu seras pas parti. Rien n'est insurmontable. Rien n'est insurmontable, exactement. Ça, c'est clair. Ça roule. C'est clair. Deuxième pause dans le podcast. Du coup, deuxième anecdote. Papy Garcia. Papy Garcia. Let's go. Papy Garcia, il y a un mec qui est connu qui s'appelle Papy Garcia. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est pas sur Twitch, non? Il est sur Twitch, il est sur YouTube aussi, je crois. C'est un mec qui est dans la tech et tout qui fait des vidéos. Papy Garcia, purée, super. Nickel, merci. Allez, vas-y. En plus, c'est une anecdote drôle, mais vas-y, je parle de celle-là. Il y a un autre mec qui s'appelle Florent Garcia. Exact, il fait de la guitare. Il fait de la guitare. Exact. Tu le suis? Je fais de la guitare. Bah oui. Et alors, attends, mais anecdote drôle, je remercie mon pote PA. Si tu m'écoutes, en gros, il y avait la release party dernièrement de STH. Okay. Et en gros, c'était à Paris. Et à chaque fois, il est invité parce qu'il travaille à la Maison Grise, du coup. Et il m'a dit attends, vas-y, je leur demande si tu peux venir avec nous. Du coup, il dit il y a Florent Garcia qui viendra. Et du coup, à chaque fois, les gars de 10h, du coup, ils cherchent, tu vois, ils disent ok, vas-y, je tape Florent Garcia, ils tombent sur le mec certif et tout. Et en fait, c'est moi, quoi, qui arrive, tu vois. Ils peuvent pas dire, non, c'est pas lui, il peut pas venir ou quoi, tu vois. Du coup, moi, j'arrive, je suis là, yes, c'est moi, c'est Florent Garcia. Tu ressembles pas du tout, c'est clair. Vas-y, j'avais juste peur qu'à la release party, il me file une guitare, tu vois. C'est juste ça le truc, tu vois. Au final, ils ont filé une calèche, il l'a cassé. Ouais, c'est ça en plus. Mais du coup, pour l'anecdote plus typée du coup sur la vidéo et pas juste sur mon nom et mon prénom. En gros, c'est passé à Dubaï. C'est un petit tips aussi, un petit hack que j'avais fait. J'étais avec un pote qui était magicien que j'avais rencontré au final sur Insta, sur les réseaux sociaux. Et en gros, lui, il était sur beaucoup de pool parties. Donc là-bas, il y a beaucoup de pool parties à Dubaï et tout, autour des piscines et tout. Et justement, il lui faisait tout le temps ces tricks de magie aux gens. Okay. Et moi, je le filmais en fait. Et je proposais également, je faisais des photos aussi du coup de l'événement des gens. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais en photo les gens, donc je leur faisais quelques portraits. Et en plus de ça, je pouvais envoyer du coup directement les portraits sur ma caméra. Okay. De ma caméra sur mon téléphone. Okay. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un screen de mon Insta. Et du coup, j'envoyais aux gens les photos, c'était pas retouchées, plus le screen de mon Insta. Du coup, au moins, les gens, ils avaient ton Insta. Mon Insta et les photos. Donc moi, j'étais super content. Au moins, ils avaient mon Insta, ça me faisait des abonnés en plus et tout, donc c'était cool, tu vois. Ouais. Et là, je vois un mec random qui vient me voir et me fait vas-y, tu me prends en photo et tout. Du coup, pareil, je fais même technique et tout. Je me dis, de toute façon, ça me fait un contact en plus. C'est pas, l'objectif, c'était pas d'avoir que des meufs, tu vois, qui sont dans mes DM et tout. Je m'en foutais. Ouais. Moi, c'était vraiment me faire un maximum de relationnel sur Dubaï. Du coup, je prends en photo ce mec, je lui envoie pareil mon Insta. Et là, il m'ajoute. Et là, je vois 28 millions d'abonnés sur Insta. Je suis là en mode waouh, mais t'es qui, tu vois, genre du coup on a parlé pendant une demi-heure ensemble et tout. Et en gros c'est Luisito Comunica et en gros c'est le 10e plus gros youtubeur dans le monde. Okay. Maintenant il a quasiment 40 millions d'abonnés sur YouTube. Okay. Donc Squeezie c'est ciao. Mais ouais non franchement énorme. Donc lui il est au Mexique. C'est un Mexicain, il fait beaucoup de vlogs dans le monde entier. Et là, en l'occurrence, il faisait des vlogs à Dubaï. D'accord. Et du coup, le lendemain... donc c'est 40 millions d'abos, c'est des Mexicains. Ouais, il y a beaucoup de Mexicains, c'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup connu. Mais en fait, c'est pays hispanophobe. Du coup, il y a toute l'Espagne, l'Amérique latine, tout, c'est énorme. On s'en rend pas compte, en fait, mais quand tu parles espagnol, tu touches tellement de monde aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc, le lendemain, il me dit, écoute, demain, j'ai un tournage et tout. Est-ce que ça te chauffe de venir me filmer? Et du coup, toute la journée, je l'ai filmé. On a fait une vidéo YouTube ensemble. Des selfies et tout. Selfies et tout. Et c'était trop sympa. Vraiment trop cool. Carrément. Et voilà la petite anecdote, en tout cas, de rencontre improbable. Parce que c'est vraiment improbable de rencontrer une personne comme ça, random, et de faire après une vidéo avec lui. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. La vidéo avec lui, elle avait accumulé plus de 7 ou 8 millions de vues, quoi. Donc, non, c'était vraiment sympa. On a bien rigolé, en tout cas.
l'anecdote de Papy Garcia est terminée. Ok. Ok, on va parler un petit peu maintenant relationnel avec les clients. Ça, c'est quelque chose qui, au premier abord, n'est pas forcément évident. Quand on trouve ses premiers clients, on a plutôt tendance à prendre son boîtier, shooter, envoyer le rush, et puis les rushs, les retouches photos, tout ça. Et dire ciao. Et voilà. Et comment vous gérez ce côté relationnel client? Est-ce que ça a évolué aussi au fil du temps? Si oui, comment? Est-ce que vous avez des stratégies, tout ça? Dites-nous tout. Ouais, je pense que ça a évolué et en fait, je pense que le client, il y a beaucoup de personnes qui le voient comme une personne à qui tu fais une prestation, t'envoies la facture et ciao. C'est pas ça pour moi, tu vois. En vrai, un client, ça doit devenir une vraie relation avec laquelle tu construis quelque chose. Faut bien prendre en compte que toi, tu vas venir l'accompagner sur quelque chose donc il n'est pas du tout à l'aise. Donc, il faut que tu le formes, que tu lui expliques comment ça fonctionne, avoir un vrai rôle pédagogique, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que tu l'accompagnes sur la création, sur la diffusion, mais ça s'arrête pas là. Il faut que tu maintiennes un petit peu le lien avec lui de manière un peu permanente, comme tu le ferais avec un pote au final. Faire, tu vois, par exemple, fêter les 100 000 vues d'une vidéo, lui passer un petit coup de téléphone, le féliciter pour ça, prendre ses nouvelles de temps en temps, parce que peut-être qu'il peut t'avoir un petit peu oublié, puis quand tu l'appelles, il se dit ah purée, mais oui, en fait j'ai un besoin en vidéo, bah attends, mais est-ce qu'on pourrait pas en discuter à ce moment-là, tu vois? Et en fait, il faut toujours que quelqu'un il pense un peu à toi, je pense, et donc pas hésiter à lui envoyer des petits messages de temps en temps, vraiment de manière hyper décontractée, pas dans une démarche commerciale, mais juste pour prendre de ses nouvelles, voir comment il va. Ouais, tout à fait. Et en fait, je pense que si tu arrives à créer cette relation avec ton client, une relation qui est ultra saine et qui est vraiment inscrite sur la durée, bah tu vas réussir à le fidéliser et à travailler avec lui sur du long terme et à devenir un vrai partenaire de lui. Il va te faire confiance du coup. Ouais, complètement. Créer une relation en dehors du boulot. Super important. Comment ça, en dehors du boulot? Ouais, en dehors. Non, mais on crée une relation en dehors du travail parce que si on est toujours dans les cadres du travail et tout, c'est super important. C'est pas créer une relation d'amitié avec le client, pas ça, mais qui justement. Vous voir en dehors de cadre de shooting. Faire un resto, moi par exemple, j'ai ma passion, c'est aussi le golf. Je peux faire une partie de golf avec mon client ou quoi. C'est toujours intéressant parce que on se voit en dehors du secteur du travail et on peut tisser des liens qui sont complètement autres que juste parler du travail et tout, quoi. Bah ouais, carrément. Et c'est super important. Et puis même tout ça, ces relations que vous liez, ça peut générer sur d'autres aspects créatifs aussi vis-à-vis de votre relation ensemble et les futurs travaux que vous allez faire plus tard. Complètement. Bien sûr. Complètement. Ouais. Le fait de moi, c'est l'approche aussi que j'en ai avec les clients, c'est que plus je les connais, plus je vais connaître leurs besoins et plus je vais avoir d'idées déjà sur l'aspect créatif de ce qu'ils me demandent. Tandis que si je le connais pas du tout, bah, je vais être un peu largué, ou alors je vais faire un truc basique. Et au final, c'est tu récupères de la data sans que le client forcément s'en rende compte, et même toi sans t'en rendre compte, puis même c'est quand même, je veux en chercher, tu vois. C'est un capital sympathie. Le mec il se dit le gars qui me fait des vidéos il est sympa, du coup il en parle à quelqu'un d'autre, l'autre qui va t'appeler, tout ça. Voilà, puis faut être au-delà de faire du bon taf, c'est que tu as vraiment une relation qui est créée avec lui et qui va perdurer dans le temps et qui va de un lui permettre de te recommander et de deux continuer à collaborer avec toi sur la durée, quoi. Bah carrément, c'est tout le but de toute façon de notre métier, si on veut perdurer. Ça repose que sur le relationnel. Une bonne partie. Une bonne partie. Une bonne partie, même au-delà de l'aspect créatif, il y a l'aspect créatif qui est important. L'aspect relationnel est très important aussi si on veut perdurer dans le temps, quoi. C'est au moins du 50-50, quoi. 50-50. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est souvent sous-estimé. Ça roule, c'est clair. Ok, on va continuer avec un petit jeu. Vous êtes prêts? Enfin, prêts. On est prêts, mais on n'a pas le choix. C'est moi qui suis pas prêt du coup. Alors attends. C'est la tradition dans ce podcast. Du coup, je le dis pas forcément à chaque fois. Mais on va jouer au prix de cours. Non, mais j'avais préparé mon coup. On va jouer au tu préfères ou alors vous préférez. Donc je vais poser les questions chacun son tour et vous me dites ce que vous préférez entre différentes choses que je vais vous dire. Donc on commence par toi, Flo. Juste on répond un mot, on répond. Tu vas vite le savoir. Après, tu peux argumenter si tu veux. Tu préfères quoi entre TikTok et Instagram? Bonne question. Là, en ce moment, je dirais TikTok. Ok. Hugo, Facebook ou TikTok? TikTok. Ok. Burger ou pizza? Burger. Coca ou Ice Tea? Coca. Ok. Canon ou Sony? Je crois que là, il y a deux caméras qui nous filment, moitié Canon, moitié Sony. Il y a moitié. Moitié, mais bon. Je représente. Non, mais en tout cas, Sony. Okay. Il est venu tout seul, mais avec du lourd. Attends, il faut défendre un peu son territoire. Focal fixe ou zoom? Focal fixe. Franchement, moi, focal fixe,
Comme ah ça. ouais, pourquoi j'adore. Je suis pas mal d'argentique en perso et en argentique je shoot only en focal fixe. D'accord. Et j'adore shooter en focal fixe. En fait, tu vas pouvoir. C'est toi qui vas venir te déplacer par rapport à ton sujet. Entièrement et je trouve d'accord. ça trop bien. Entièrement d'accord. Et en plus, ça ouvre en général plus que les zooms, donc Ouais, c'est vrai. c'est cool. PC ou Mac? Mac. Ok. Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Je regarde pas trop de films et séries, je dirais Seigneur des Anneaux, mais. J'ai regardé aucun des deux. Je suis désolé. Star Wars, Harry Potter, tous ces trucs, vraiment, j'aime pas. Putain, on Donc, est pas très tous cinéphiles nos tous les deux, auditeurs qui nous écoutent, je suis vraiment désolé. Désolé, les gars. Personne ne vous jugera, hein, seulement moi. Ça va, ok. Il n'y a que moi qui vais vous juger. Ça va. Ok. Océan ou montagne? Je me suis perdu en montagne, donc je vais dire montagne. Mais il va plus du coup. Avion ou train? Avion. Enfin. Alors, en gros, avion pour les déplacements longs. Par exemple, tu traverses la France d'ouest en est. Le train, c'est très chiant quand même. Après, le train pour bosser pour les déplacements pro, c'est quand même pas mal. L'avion pour la rapidité, le train pour le côté écolo et bosser en même temps, c'est cool. Ok. Été ou hiver? Été. Il caille en ce moment à La Rochelle, j'en peux plus. Du coup, t'es un gars de la montagne qui kiffe l'été. Ouais, j'ai un gars de la montagne qui kiffe l'été, mais j'aime bien aller à la montagne l'été, par contre. Ah, c'est vrai, c'est joli. Hein. Ouais, et puis au moins, il y a moins de monde, parce qu'en habitant au bord de la mer l'été, il y a énormément de monde du coup, sur la plage, mais du coup, à la montagne, il n'y a personne. C'est vrai. C'est appréciable. Sport ou canapé? Mitigé, hein. Sport d'extérieur. Extérieur. Okay. Genre, là, pas de salle. La salle. Genre, ouais, attends, je peux témoigner par rapport à ça. Il s'est inscrit à la salle Non, au mois on de dit septembre. pas, on dit pas. Il y est allé. Il y a combien? Il y a 4 cams, il y en a 5. Et voilà, à peu près, voilà, même nombre de cams qu'il y a de. Ok, ça balance. Voilà, on voit la récurrence. Trépied ou stabilisateur? Trépied ou stabilisateur? Je dirais stabilisateur. Ok. Cinéma ou Netflix? On n'est pas très cinéphile. Un peu plus Netflix. Cinéma, j'y vais vraiment pas souvent. Ok. Mais Netflix, mais pas beaucoup non plus. Hein. Ouais. D'accord. À chaque fois qu'on regarde Netflix, on a regardé une fois Netflix ensemble. Ne vous inquiétez pas, c'était pas un Netflix and chill. C'était c'était une soirée, on regardait du coup le documentaire de McDo. Il est trop bien, il est incroyable. En fait, quand moi perso et lui aussi c'est le cas, c'est que quand on va regarder un Netflix, un film ou quoi, on aime bien que c'est un rapport justement avec le côté un peu entrepreneur ou des documentaires intéressants. Avoir une valeur ajoutée derrière. Complètement. Okay. Toujours dans cette optique-là. J'ai regardé une seule série en entière dans toute ma vie. C'est vrai? Outer Banks. Ouais. C'est la seule de toute ma vie. Sérieux, tu regardes rien? Ah non. Ah ouais, ok, d'accord. En entière, j'en ai commencé, mais j'ai réussi à les finir. C'est que ça te plaît pas ou... Ouais, j'accroche pas. Ouais. D'accord. Puis ça m'embête de passer autant de temps derrière mon ordi dans mon lit, tu vois, genre regarder un truc, tu vois. Ouais, tu vois, je suis trop d'accord. Ah, toi aussi, pareil? Ouais, moi, on me reproche de jamais regarder de séries, de films, tout ça. Je suis pas très calé à ce niveau-là. Moi, je préfère bosser, tu vois. Ouais. Et puis, ouais, et puis ou même dehors, tu vas prendre l'air et tout. Enfin. Voilà. Et puis, en même temps, notre travail, on est toujours derrière un ordi. Donc, c'est compliqué de se dire, ok, là, je vais prendre du temps off derrière un ordi ou devant un écran. On a tellement besoin d'être en extérieur, même si on passe beaucoup de temps, on passe du temps aussi sur la partie tournage ou des fois aller sur des rendez-vous clients et tout, bien évidemment. Mais quand même, on passe beaucoup de temps sur quand c'est plus off ou c'est plus tranquille derrière notre ordi. Donc, moi, dans ma tête, je peux pas assimiler le côté détente avec le fait que je sois devant un ordi. Pareil, devant un écran. Ou alors je travaille si je suis devant un ordi. Ouais, exactement. Je peux pas faire autre chose. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je vais me sentir pas productif du tout. Si j'ai un écran devant moi et que je fais rien, je suis pas productif. Quoi. Puis même, au final, là, sur notre téléphone, quand on passe du temps sur les réseaux, je pense toujours à faire de la veille, à regarder ce qui fonctionne, ce qu'il y a et tout. Donc, de toute façon, on a toujours le cerveau. Une fois que tu commences en mode auto-entrepreneur, c'est un truc, ça te colle à la peau. C'est une discipline énorme. Ouais, puis même si en fait, moi, tu fais les mecs qui disent, ça me repose. Moi, je fais une après-midi Netflix, le mec, à 18h, je suis au bout de ma vie, tu vois, genre, je suis mort en fait. Le fait d'être pas du tout productif. Inutile. Si tu sens. Il y en a qui vont nous juger là, c'est sûr. Il y en a qui vont dire, c'est qui ces gens bizarres. Ok, on enchaîne du coup. T'es plus sunrise ou sunset? Sunrise, j'adore me lever tôt. Ok, moi aussi j'adore. Fruits ou légumes? Je dirais plus fruits, même si je suis un pas très grand consommateur des deux. Mais je dirais plus fruits quand même, ouais. Okay. Je dirais plus fruits. Plus d'argent ou plus de temps? Le temps, c'est de l'argent. Donc, je dirais plus de temps. Ok. C'est beau, j'ai rigolé à répondre. T'es plus pré-prod ou post-prod? Je suis plus pré-prod. Ok. Ouais. Je pense. Tu préfères perdre ton compte Insta ou perdre ton compte YouTube? Je perdre mon compte YouTube par rapport à Luisito Comunica qui me suit sur Insta. Ok. Il est précieux, faut le garder. Ça, il est précieux. Tu préfères avoir une option, retour en arrière ou pause sur ta vie?
Pause sur ma vie. Retour en arrière, ce qui est passé, c'est passé, tu vois. Vous êtes jeune après. Ouais, j'avoue. Tu préfères la viande ou le poisson? La viande. Viande. Je suis viandard. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu parlais du boucher et tout, ça me parlait, tu vois. Ouais, après, c'est un exemple comme ça. Hein. Oui. Ok, et dernier, tu préfères travail ou vacances? J'aime bien les deux. J'aime bien travailler parce que c'est ultra stimulant. Et j'aime bien les vacances aussi parce que j'aime beaucoup les activités extérieures et voyager et découvrir des nouvelles cultures et tout. Et donc j'aime bien les vacances aussi quand même. Alors en fait, j'aime bien le voyage plus que les vacances, je pense. En fait, tu vois. D'accord, je vois. Du coup, je dirais presque plus travail parce que tu peux allier travail et voyage. Ouais, par exemple. C'est lié l'utile à l'agréable, quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple, là, tout à l'heure, on a pris l'exemple, tu vois, quand on est parti en road trip, au final, c'était des vacances, moment off, mais c'était vraiment cool parce qu'il y avait de la création de contenu. Même si c'est à titre perso. Ouais, mais ça te sert au final. Ouais, ça te sert. Donc, du coup, au final, c'était vraiment cool, tu vois. Et là, je pense que c'est ce type de vacances qu'on aime bien, enfin, que j'aime bien. Et je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais avec le côté voyage. Quoi. Ouais, carrément. Ça roule. C'était cool ce petit jeu. C'est vrai, c'est fini. Super. On fera un deuxième épisode pour les deuxièmes parties de questions. Après, j'ai d'autres idées, mais je les ai pas. Ok, cool. Du coup, on va continuer et puis terminer ce podcast sur une petite touche future. Qu'est-ce qui se passera dans le futur pour vous? Est-ce que vous avez des idées, des plans, des projections? Des plans. On arrive un peu vite, rapidement, même en 2023. Là. Est-ce que vous avez des plans pour cette année en cours ou les 5 prochaines années? Ouais. Déjà pour l'année en cours, sans forcément les dévoiler. Hein, bien sûr, on souhaite vraiment développer la société parce que du coup on est vraiment passé de freelance à la société, donc on souhaite vraiment développer. On n'a pas encore dit le nom, on peut le dire. Mais bien sûr. Cosmos, avec un K. Cosmos avec un K. Mais ouais, j'aurais dû le dire au départ. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour les auditeurs qui restent jusqu'au bout. Voilà. Cadeau. Allez nous voir sur TikTok, on est en train de tout péter aujourd'hui. On a fait plus de 400 000 vues en une journée là sur un TikTok, les gars. C'est le moment d'y aller. Ouais, c'est ouf. On a fait un petit concept où on fait tirer la roue, on fait gagner des cadeaux des gens. En vrai, pour notre autorité, pour faire du street marketing et digital marketing, c'est vraiment une bonne option. Ah bah ouais, là tu lis les deux. C'est ça, donc en vrai c'est top. Du coup, le petit projet qu'on a fait pour se faire connaître un peu sur. C'est en mode calendrier de l'avant, c'est ça? Exactement. Chaque jour du 1er au 25 Je remets quand même le contexte, on est en décembre. Oui, il fait très froid. Il fait froid, oui, ça c'est sûr. Du coup, développement de la société au maximum. Donc là, on recrute une alternante qui nous rejoint en janvier. Solène qui est juste derrière nous. Juste derrière les caméras qui surveillent. Et ensuite, potentiellement ouvrir des nouveaux bureaux. On peut en parler, ouvrir des nouveaux bureaux pour septembre à Bordeaux. D'accord. Pour avoir 2 pôles. Deux pôles ou pas La Rochelle plus Bordeaux. Ça serait l'objectif pour rayonner du coup sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Toute la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et après, ce qui veut dire étendre un peu plus l'effectif ou Oui, par la suite, l'objectif. C'est pour ça qu'on passe du coup en SAS. D'accord. En société. Ok. Du coup. On a la tête dans les statuts et tout, en train de tout faire. Ça, j'ai même pas dit société, j'ai dit direct SAS parce que on est tellement la tête dans les statuts et tout en ce moment, le banquier, l'expert comptable, avocat et tout. Mais c'est très intéressant, moi j'adore. C'est super important, super intéressant, c'est les piliers importants pour le développement parce que ça peut faire peur un banquier, ça peut faire peur un expert comptable ou ça peut faire peur un avocat, mais c'est les piliers importants. Quand tu sais où tu vas, il faut passer par là. Il faut passer par là, il faut qu'il y ait une bonne entente avec eux, il faut en voir plusieurs justement pour dire ok, moi c'est lui que je veux, avec qui j'ai le plus de feeling, avec qui m'a le plus aidé et convaincu du coup pendant le rendez-vous, parce que c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que quand on fait appel à un expert comptable, lui l'expert comptable il peut pas nous dire voilà en fait comment mon travail, ce que je fais et tout, voilà les résultats que j'ai, alors que nous quand on est dans la vidéo on peut montrer un show réel, alors que là c'est délicat aussi quand on fait appel à un expert comptable, un avocat et tout, voir si ça se passe bien. C'est moins concret, c'est plus. C'est ça, c'est super compliqué. Donc ça a été important pour nous de prendre notre temps à passer cette step pour que justement on nous explique les différences entre une SAS, une SARL et tout. Et justement qu'on dise notre vision par rapport à ce qu'on a envie de faire et justement là, ce qu'on est en train de te dire avec le fait de pouvoir se développer après sur Bordeaux. Mais ça fait partie du choix entre une SAS et une SARL. Ça fait partie du choix de la façon dont on a envie de se développer, tout simplement. Gérer financièrement la boîte, se développer, etc. Pour te dire, on avait prévu initialement de faire immatriculer la boîte maximum mi-octobre. On est début décembre et on est tout juste en train de s'immatriculer. Donc ça va être fait d'ici même pas une semaine. Mais tout ça, c'est des étapes qui prennent énormément de temps et on s'en rend pas compte. Puis quand tu as la tête dans le guidon, en fait, dans les projets prod, vidéo et tout, tu vois. Parce que tu as des deadlines à faire. Il y a des deadlines, donc on pense d'abord à la satisfaction client plutôt qu'à vouloir se dire, ok, là, on passe en société le plus rapidement possible. Donc, ils sont super occupés aussi, donc pour qu'il y ait des rendez-vous, pour que tout le monde soit dispo, etc. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est trop cool, moi j'adore. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je crois que je me
passionne pour ça. Ouais, mais c'est vraiment c'est une belle étape qu'on est en train de passer et ça concrétise un projet de plusieurs années de freelance, d'entreprise et ça permet de tourner la page et d'ouvrir une nouvelle page et d'écrire Cosmos dessus et donc de voir un peu l'aventure avec Cosmos qui va se lancer. Quoi. Donc, c'est ça. Et du coup, tout ça, toutes ces étapes de création, c'est des choses que vous enseignez aussi dans vos interventions ou Pour l'instant, on ne peut pas se permettre. On peut pas se permettre à l'avenir, on pourra parce que justement, là, on est en plein dedans. Donc, on peut pas dire aux étudiants ou à d'autres personnes de donner des conseils réels sur des choses sur que vous n'avez pas encore fait. C'est ça. Okay. Enfin, moi, je me sentirais pas légitime. Donc, on a fait, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de recul, tu vois. Peut-être que dans 6 mois, on se dira, putain, on a fait ça, mais c'était pas du tout la bonne idée, tu vois. Peut-être, tu vois, en termes de statut, etc. Peut-être. Il faut avoir un peu de recul, je pense. Faire une intervention. Exactement. C'est les erreurs d'aujourd'hui qui feront les leçons qu'on pourra enseigner après-demain. C'est ça. C'est beau. C'est un poète. C'est génial. Ne t'excuse pas pour ça, voyons. Mais tu vois, on essaie quand même, malgré tout, on essaie quand même d'accompagner les étudiants. Moi, je suis parrain de l'aspect entrepreneuriat de bachelor business à l'école. Et donc, du coup, on est ultra disponible. On leur fait des interventions, on est ultra disponible sur LinkedIn, etc. pour toutes les questions qu'ils ont. Et on a vraiment pour volonté d'inculquer cet esprit entrepreneurial, tu vois, et de donner aux jeunes générations l'envie de se lancer, que ce soit dans la vidéo, dans la photo, mais vraiment dans tous les secteurs confondus. Parce que moi, je considère que même le boulanger de ton coin qui a un salarié, c'est un entrepreneur, tu vois. Et donc, on essaie de démocratiser ça à fond et de le pousser auprès de tout le monde. Ok, trop bien. Voilà. Ok. Le topo de tout ça. Ça roule. Ok, je vais mettre toutes les infos de Cosmos et de leurs réseaux respectifs dans les descriptions. Merci. Voilà. Et en tout cas, merci pour l'invitation. Merci à vous surtout. Et premier podcast pour nous, les gars. Premier podcast pour nous, donc on est vraiment. Je suis content de vous avoir reçu. Franchement, c'est vraiment trop plaisir. Et d'ailleurs, je tenais à te féliciter par rapport à Sit and Talk, parce que j'adore, je te l'ai dit en off, mais du coup, je te le redis sur le podcast. J'adore le logo et j'adore le nom parce que c'est simple, on comprend direct. Et en plus, on a choisi la table jaune, c'est pas du tout fait exprès, mais ça a un rapport quand même avec la couleur du logo. On a enlevé le pot de peinture. Donc voilà, non, franchement, c'est top. Bravo à toi, merci pour l'invite et j'espère que tu auras à nouveau de très beaux invités parce que nous, franchement, je les ai trouvés superbes. Voilà. J'espère que vous aussi, vous nous avez trouvés superbes. Merci à la fabuleuse cantine, peut-être aussi pour le prêt du ce que j'allais faire. Parce que mon bureau, c'était un peu petit pour recevoir un podcast. Merci la fabuleuse cantine à La Rochelle, située juste en face du musée maritime, de nous avoir gentiment accueillis. Ils sont derrière la rideau en train d'attendre pour faire les services pour ce soir. Donc on va s'arrêter. 80 personnes y paraissent et tout, donc on va s'arrêter tout de suite. C'est ça. Et en tout cas, n'hésitez pas du coup à suivre Sit and Talk sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir suivre et regarder en fait la vidéo parce qu'on peut la visionner également, c'est ça? Oui, bien. C'est dispo sur YouTube, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, partout. Il est trop chaud. Et pour les vidéastes, tu suis aussi sur Mix FM, Nico sur YouTube. Sur ses vidéos perso. C'est sur ma chaîne YouTube. C'est sur la même. Sur la même chaîne. J'ai pas envie de perdre les gens. T'as raison. C'est mieux. C'est mieux. Et puis après, suivez tout le monde sur Instagram, TikTok, tout ça. Vous savez quoi faire de toute manière. Exactement. Vous êtes des jeunes hyper connectés. Note sur Spotify et let's go. Ça roule. N'oubliez pas de noter le podcast, surtout ça, c'est hyper important. Ouais, ça c'est clair. Ok. Nous on écoute à fond des podcasts en perso et il faut les noter parce qu'il y a plein de podcasts, mais il faut être bien référencé parce qu'en fait il y a plein de choses intéressantes qui sont un peu enfouies dans les fonds de Spotify. C'est ça, il faut les faire ressortir un petit peu des bas-fonds. Exactement. Bah écoute, t'en fais pas, on va faire ressortir ce podcast comme il faut. Ok, ça roule. Merci beaucoup les gars. Merci Hugo, un petit check. Yes. Merci à toi et au plaisir et bonne continuation à tous. Ça roule. Bonne continuation à vous. Ciao. Salut.